Bah, bon après-midi. Je vais commencer donc ma présentation, qui est le titre assez long, mais je ne crois pas que ça soit le plus long. J'essayais, mais je crois que j'ai raté. J'ai pas pensé à vérifier. Et l'idée, en fait, en travaillant sur Copilot, c'est de vous montrer quelques fonctionnalités, vous montrer un flux en montant plein de fonctionnalités. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc moi, je suis Tug Dual ou Tug. Et je suis Solution Engineer chez GitHub. Donc Solution Engineer, c'est ingénieur avant-vente. C'est-à-dire que je travaille avec l'équipe commerciale sur la partie technique pour vendre et faire l'adoption de GitHub Enterprise, donc de la partie Enterprise. Mais évidemment, quand on travaille chez GitHub, on parle de GitHub d'une façon générale, de la partie que vous utilisez sur vos repos publics, de la partie que les gens utilisent en interne. Et je montre ces deux parties, mon CV, mais surtout une petite partie sur le côté droit qui est là où je code. Ah oui, pardon, j'ai l'habitude. Pardon. Donc, où je code encore beaucoup, et notamment cette partie-là est plus intéressante quand j'aborde la partie copilote sur la partie discussion autour de la productivité du développement avec l'intelligence artificielle. J'en montrerai en partie. Et un point qui est important chez GitHub, je pense que vous l'utilisez tous, si ce n'est pas professionnellement, vous l'avez déjà utilisé à titre personnel, et c'est travailler sur l'expérience du développeur, faciliter le développement, la collaboration, et évidemment la grosse partie de GitHub qui est la partie publique, qui est hoster, héberger, fournir une plateforme complète pour les projets open source, mais également la même chose pour les projets privés en entreprise, que ce soit on-premise ou sur le cloud, je reviendrai dans une seconde. Il y a plus de 100 millions d'utilisateurs, je crois qu'on les a passés dans les 3 derniers mois de 2022. Ça grossit tout le temps, que ce soit le nombre d'utilisateurs, le nombre de repos, le nombre de projets qui sont hébergés. Et vous allez de toute façon, à un moment donné dans votre travail, interagir avec quelque chose qui est hosté chez GitHub. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en bas à droite quand on parle aux entreprises, c'est de voir que GitHub est également utilisé de façon intense dans les entreprises, soit sur le cloud, soit on-prem. Tout le monde ne sait pas qu'il y a une version on-prem, justement. Je dirais que ça va être la seule partie commerciale, mais c'est juste pour le savoir, parce que moi, avant de rejoindre GitHub, je ne le savais pas. Donc il y a le GitHub Cloud que vous connaissez, qui a une version payante pour les entreprises, pour les starters, pour les grosses entreprises, mais il y a également la possibilité de hoster son serveur chez soi. Dernière slide, je crois, avant la démonstration, il faut prendre en compte quand on regarde GitHub comme une solution DevOps, DevSecOps complète qui va aller de la gestion de projet, évidemment la collaboration sur le code, mais également la capacité à faire l'automatisation, la sécurité, le déploiement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer durant la présentation globale. Hop, ça c'est pour la fin. Je pars sur la démo. Je vais adapter en plus mon flux, entre guillemets, par rapport à ce que je vais avoir envie de vous montrer. Je vais commencer par une partie qui est peu connue, qui est la partie gestion de projet. C'est-à-dire que dans la partie gestion de projet, vous avez probablement vu les issues que vous avez peut-être utilisées sur vos projets perso ou quand vous contribuez à un projet open source. Vous avez probablement vu ça qui va être la liste, la capacité à exposer ça sous forme de Kanban. L'équipe GitHub investit énormément sur la partie project, ce qu'on appelle GitHub Project, pour fournir un outil qui va servir les développeurs. Le but, ce n'est pas d'aller chercher ce qui se fait aujourd'hui avec du Scrum sur des outils comme Jira, mais plutôt voir comment les développeurs travaillent dans les projets open source autour de ça et amener ça dans l'expérience utilisateur. Donc tout ce que je vous montre, vous pouvez l'utiliser sur vos organisations. C'est-à-dire qu'au niveau d'une organisation, vous allez avoir un ou plusieurs projets avec de la visibilité que vous choisissez. Et vous allez avoir une capacité à avoir un backlog au niveau de détail que vous voulez, sur lequel vous allez pouvoir rajouter des champs. Le Kanban, que vous connaissez probablement, vous l'avez peut-être déjà utilisé. Et on rajoute des choses au fur et à mesure dans la partie équipe, projet. Ça va être la capacité
à faire des itérations sur des sprints, donc créer des sprints qui vont pouvoir se représenter sous forme de timeline pour faire une roadmap que vous allez pouvoir délivrer. Et à partir de ces différentes vues, vous allez pouvoir filtrer sur plein de choses, grouper par plein de choses. Donc l'outil, ce n'est pas un outil de reporting pour les project managers qui veulent compter le nombre d'heures sur le passer sur une tâche particulière, mais bien organiser le travail entre les développeurs, avec la communication, avec le côté business sur où on en est. Et parmi les choses, ça va être la facilité à créer une issue, l'associer à un projet. Si par exemple ici, je veux voir par rapport à mes sprints que j'ai horizontalement, je veux grouper par quelque chose, je vais simplement aller sur mon onglet, je vais prendre un groupe, je vais choisir une zone qui m'intéresse, est-ce que c'est un projet, un statut, ou par exemple l'écosystème qui est un champ que j'ai défini, on va pouvoir avoir les équipes qui font du Java, du Cube et autres, et organiser. L'idée, c'est vraiment des vues différentes sur les mêmes informations que vous pouvez filtrer, personnaliser par utilisateur. Je reviens sur la partie... backlog, et là je vais rajouter, je vais créer une nouvelle entrée dans mon backlog. Dans un premier temps, vous pouvez créer autant d'entrées, c'est ce qu'on appelle en draft en fait, ce sont des issues qui ne sont pas encore associées à un repo, à un projet, qui sont juste associées au dashboard. Je peux aller dessus, et là je vais commencer à pouvoir configurer, et notamment convertir sous forme d'issue que je vais associer à un projet dans lequel je vais avoir le classique, je donne des libellés, là cette partie-là vous la connaissez probablement, et je vais ajouter des milestones et tous les champs que j'ai définis. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire la partie to do et quelque part je vais avoir le sprint, donc c'est sur le sprint courant, ça va automatiquement mettre à jour tout le reste, et je peux commencer à éditer en Markdown mon projet. Alors parmi les choses que vous ne connaissez peut-être pas, vous voyez, vous avez ici le slash. Le slash peut vous aider à écrire du Markdown. C'est-à-dire que si je veux écrire une table, je vais avoir la possibilité d'avoir des petits raccourcis pour créer des onglets. L'idée, c'est d'éviter d'aller dans Google se rappeler comment on fait des tableaux, des choses comme ça. On a également, donc je vais sauver cette partie-là. Je fais mon premier... alors, je ne l'ai pas fait au bon endroit, c'est bien. Je n'ai pas l'habitude d'avoir le petit écran comme ça. J'ai la possibilité, comme vous l'avez peut-être déjà vu, d'avoir des checkbox. Et on a rajouté une fonctionnalité qui s'appelle des task list, qui vont être la capacité à faire un lien entre une issue et des sous-issues organisées par certaines tâches. C'est-à-dire qu'ici, si je fais, je vais l'appeler UI, et je vais pouvoir créer une nouvelle tâche ici, HTML, je mets n'importe quoi. Donc là, j'ai créé deux entrées. Je peux rajouter une tâche pour le back, et je peux convertir ça sous une autre issue et avoir des hiérarchies comme ça. Et on travaille sur une partie vue en arbre. Maintenant, ce que je veux faire, c'est travailler sur cette opération, travailler sur cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, en fait, je vous l'avez vu, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été rajouter ça dans un repository. Je l'ai associé à un repo. Et ce repo, c'est un projet Java qui est interne, donc qui est privé dans le contexte d'une entreprise. Et dans le contexte de cette entreprise, j'ai déployé mon application sur différents environnements. Donc là, en fait, c'est un lien qui est fait entre votre repo et des cibles qu'il y a sur vos environnements. C'est juste, ça ne configure pas l'environnement, mais c'est un lien en disant que la production, il y a des déploiements qui ont été faits. Tout ça, c'est généré automatiquement, géré par les actions, donc par la partie automatisation. C'est pour vous aider à suivre ce qui se passe et aller voir une application qui a été déployée. Et là, en fait, je déploie, et on va voir comment, dans du Kubernetes sur Azure et sur Google. Alors que sur Azure pour l'instant, parce que je n'ai pas redémarré mon serveur Google, mais pas très important quelle cible on a. Là, vous voyez qu'en production, j'ai la version 1.04. Donc, je vais commencer à travailler sur mon projet, sur la tâche sur laquelle j'ai été assigné. Vous avez plusieurs façons pour récupérer. Vous connaissez tous et toutes la partie je fais un git clone sur HTTP ou sur SSH. Je vous invite, si vous utilisez GitHub, à installer la ligne de commande GH, qui va vous permettre de faciliter, elle est enrichie, vous allez pouvoir lister les issues, voir les pull requests.
donc, qui vient se mettre au-dessus de Git. Et d'installer également le desktop si vous voulez, mais la ligne de commande est vraiment top. Et si vraiment vous avez, parce que c'est une petite contribution, parce que vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez utiliser CodeSpaces. CodeSpaces, c'est un environnement en ligne. Alors c'est évidemment disponible que sur le cloud. CodeSpaces n'existe pas pour les gens qui ont la version on-prem de GitHub. Donc là, je vais juste démarrer. Et là, ça me démarre un conteneur dans le cloud de GitHub qui va prendre plus ou moins de temps en fonction des préconfigurations que j'ai faites. Je peux pré-builder mes conteneurs. Et en fait, comment cette chose est faite? C'est que vous voyez, vous pouvez le faire de zéro, c'est-à-dire que vous allez sur n'importe quel repo public, vous pouvez exécuter un CodeSpaces. Vous verrez, vous pouvez tester. Mais généralement, quand on va travailler dans une entreprise, on va configurer ce qu'on appelle le dev container. Et dans le dev container, vous pouvez en créer plusieurs. Et en fait, c'est un fichier JSON qui décrit un comportement, quel conteneur je vais utiliser. Donc là, j'utilise un dev container pour faire du Java. J'ai préconfiguré mon IDE pour que tout le monde ait par défaut ses extensions. Là, j'utilise ça, cette configuration va servir quand j'utilise la partie VS Code sur le web. C'est-à-dire que quand j'utilise celle qui va arriver là, mais je peux également, le temps que ça démarre, démarrer mes VS Code, mes CodeSpaces de différentes façons. C'est-à-dire que si je vais sur mon actif, vous allez voir, je peux l'ouvrir dans le browser, c'est ce que je suis en train de faire, il démarre un conteneur, sur Visual Studio, sur JetBrains ou sur Jupyter. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on dit VS Code, JetBrains et Jupyter, c'est que c'est juste, vous imaginez presque du VDI. Alors, ce n'est pas du VDI, c'est un client qui va être connecté avec c'est vraiment juste l'éditeur de texte riche qui va connecter avec le conteneur dans lequel vous allez avoir toutes vos dépendances, vos installations, la sécu, etc. Donc là, par exemple, alors je vais zoomer, il est encore en train de compiler, je vais ouvrir un onglet. Hop. Là, je suis dans un VS Code, dans mon navigateur, et si je fais, je ne me souvenais plus de la commande, unm-a, vous allez voir que je suis sur un Linux CodeSpaces. Donc je suis bien sur un environnement qui tourne quelque part dans le cloud, qui est un conteneur. Mais je peux développer, comme avec n'importe quel outil sur lequel je veux travailler. Par défaut, on a fait le git clone, donc ça n'a pas besoin de le faire. Le code n'est pas sorti du milieu de GitHub ici. J'ai des extensions par défaut. J'ai notamment l'extension GitHub sur laquelle je vais aller chercher les pull requests, les issues. Ça a mis du temps. Pour que je travaille dessus. J'attends, pourquoi c'est si long. Toute cette partie-là, en fait, c'est vraiment le VS Code et vous pourriez même synchroniser vos settings entre tous vos VS Code. Et dans ce cas-là, si vous avez des settings particuliers sur votre machine, ils vont s'inclure dans la partie CodeSpaces. Alors, il n'a pas fini de loader le projet. Ce qui se passe après, normalement, alors pas normalement, mais souvent sur les projets dans l'entreprise, ce qu'on va faire, c'est que dans la configuration des organisations, dans la configuration des repos, on va aller configurer CodeSpaces pour définir quand est-ce qu'on veut faire du pré-build d'image. Parce qu'en fait, ce qui est long toujours dans la containerisation, c'est la première construction de l'image. Après, la démarrer, c'est relativement facile. Là, je ne l'ai pas fait, vous voyez, mais vous pouvez dire à chaque fois que je fais un commit sur la branche principale, un push sur la branche principale, reconstruit l'image CodeSpaces. Je suis maintenant de retour sur mon dans mon environnement. Je vais faire Start Working on the Issue. Et là, donc, ça va en fait me créer une branche. Moi, j'ai configuré pour que ça crée la branche avec un nom particulier. Et j'ai oublié de ne pas la démarrer. C'est pour ça que ça met du temps. Je vais aller ici. Si je rafraîchis là, vous voyez, maintenant, je suis sur l'issue 463. Donc, ça m'a créé la branche. Je n'ai plus qu'à commencer à travailler. Dans la partie où je travaille, je suis vraiment dans un éditeur, le VS Code que vous connaissez, vraiment comme si vous travailliez chez vous. Nos développeurs chez GitHub travaillent énormément avec CodeSpaces. Ce n'est pas obligatoire, mais si n'importe qui peut aller sur ce qu'on appelle GitHub, donc sur le repo privé de GitHub, il y a CodeSpaces qui est configuré par défaut. Si je dois implémenter, je vais coder. Copilot a été chargé. Alors, je vois que Copilot a été chargé parce qu'il est en bas à droite. Je vais faire une démo très simple de Copilot. On verra en fonction du temps si je vais plus loin sur la démo. Je dois rajouter des services. La façon dont fonctionne Copilot, ce sont des extensions qui viennent dans vos IDE. Donc là, dans VS Code sur le web, dans VS Code en local, dans IntelliJ, dans JetBrains, dans NeoVim et sur Visual Studio.
Et ça va tout le temps vous aider. C'est-à-dire que l'idée, c'est la complétion qu'a pris les stéroïdes, quoi. Ça va, vous allez voir, ça va m'aider. Donc, je vais taper Entrée ici. Dès que vous tapez quelque chose, il va proposer. Il va proposer par rapport au contexte dans lequel je suis. Il va essayer de comprendre le contexte dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'ici, l'exemple est tout bête, mais il a compris que j'avais fait une addition, une soustraction, il fait la multiplication en respectant le même format que ce que j'ai préconisé, pas préconisé, que j'ai codé avant. Est-ce que faire une division, comme je vais le faire là, est intelligent? J'en sais rien. Mais Copilot, c'est ce qu'il a vu. Il a vu que toutes mes méthodes, c'était des entiers, donc il reprend le même principe. Donc là, je rajoute du code. Je peux également, avec la toute dernière version de Copilot, ça existe depuis 1 an et demi, 2 ans. Ce que je vais faire, là, je fais POM-I, CTRL-I, commande-I, pardon, et je vais modifier le code. Vous voyez, quand j'ai tapé, j'ai fait ce raccourci, j'ai le Ask Copilot qui arrive dans l'éditeur de texte, et là, je peux lui demander de me faire quelque chose sur mon code. Je vais lui dire... et là, il va modifier le code. Et là, c'est là où c'est vraiment intéressant. Vous faites ça, vous faites ce que vous voulez. Vous dites, fixe-moi le bug, rajoute-moi un doc, fais-moi un try-catch. Il va essayer de faire quelque chose. Alors, quand on zoome comme ça, on ne voit pas grand-chose. Mais l'idée, il vous fait un diff, une vue diff qui vous montre ce qu'il a rajouté ou enlevé. Vous acceptez, vous avez une modification du code qui a été faite. Et Copilot va toujours vous aider à partir du moment où il est activé. C'est-à-dire que si je vais dans mon test, je vais aller dans mon test, je vais dans mon test de service, je tape Entrée, je ne lui demande rien, je tape Entrée, il va me proposer de rajouter la fonction pour multiplier. Pourquoi il propose de faire multiplier? Alors soit parce que, alors il y a 2 options entre guillemets, c'est comment il construit le contexte. Le contexte utilise tous les onglets qui sont ouverts. Donc là, il peut faire un mix des deux ou simplement faire là parce qu'il voit qu'il y a calculateur qui fait l'addition ici et qui fait la soustraction juste après. Alors, ici, j'aurais pu lui demander de me générer tous les tests d'un coup. Ce qui est très bien quand les tests sont simples. Par contre, il faut garder en tête, vous avez eu d'autres présentations, je suppose, sur les AI génératives, il y a des hallucinations. Il n'y a pas nécessairement une compréhension du business sur lequel vous êtes en train de travailler, ce sont des stats. Ça veut dire qu'il faut revoir le code qui a été généré. C'est-à-dire que c'est du code, c'est vous êtes responsable du code quand vous travaillez avec Copilot. Donc là, je continue mon code. Je vais faire une dernière partie sur Copilot dans la partie HTML. Et j'ai oublié je vais effacer, on verra après. Donc je vais dans cette partie-là. Parce que j'ai essayé de nettoyer des choses, mais en fait, j'ai oublié d'effacer. J'efface juste du code. L'application, vous l'avez vu, c'est un petit formulaire addition-soustraction. Sur le même principe, quand je vais taper Entrée, alors que ce soit de l'Angular, du React, du Bootstrap, du machin, ça va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Si on fournit aucune information, c'est-à-dire que là, je lui fournis que le contexte, vous voyez, j'ai juste attendu un petit peu et il va me proposer quelque chose et par défaut, il va faire la multiplication. J'accepte. Si je tape au bon endroit, j'en sais rien, je teste. Je laisse générer, il va probablement me faire la division, il ne l'a pas fait. Et là, dans ça là, s'il ne le fait pas, je peux l'inciter avec un commentaire, comme tout à l'heure. Vous allez influencer le prompt un petit peu comme ça. Et là, chacun va travailler à sa façon, hein, dans la façon d'interagir avec Copilot. Moi, j'utilise beaucoup de petites suggestions par bloc quand je code et des gros blocs quand je découvre une technologie. Parce qu'on peut lui demander ici de faire des grosses générations en fonction du besoin ou d'interagir sous forme de chat. Je vais revenir sur la partie... je ne laisse pas générer tout quand ça ne répond pas tout de suite. Je ne m'amuse pas à coder pour Copilot. Et ça, c'est très, très important. Je code comme d'habitude. Et s'il m'aide, tant mieux. S'il ne m'aide pas, je continue de coder. Et typiquement, ici, j'aurais pu lui demander d'aller sur cette partie-là. Alors, je vais aller ici. Et de faire quelque chose d'un peu différent. Je vais dans la partie chat. Et je vais lui demander d'écrire des tests. Et là, il va générer plus de tests d'un coup en fonction de la logique. Alors, sur ces fonctions-là, ce n'est pas très impressionnant. Je reviendrai, si j'ai le temps, sur des fonctions un peu plus compliquées. Ou alors...
Sans filet, j'essaye. Je ne fais pas de Fortran, donc je ne suis pas capable de valider si ça fait quelque chose qui ressemble à du Fortran, mais l'idée après, c'est que ça va vous aider pas à migrer des applications automatiquement, mais vous aider à comprendre du code legacy, vous aider à le documenter. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire ma pull request, coder, écrire un test ou autre. Je vais juste... je teste pas en local, c'est très propre. Parce que je veux laisser la CI tourner derrière, on verra ce qui va se passer. Hop. Et là, donc en fait, classique, je suis dans mon IDE, vous pouvez utiliser les extensions, j'utilise plus moi la ligne de commande, ça va dépendre vraiment de la façon dont vous aimez travailler. J'aurais pu utiliser la ligne de... les extensions qui sont ici. Pareil pour faire la pull request. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon environnement ici pour faire la pull request. Et on travaille actuellement... Ce que je vous ai montré sur Copilot, dans l'IDE, vous y avez accès. La partie chat arrive de façon publique dans très peu de temps. Je vais vous montrer quelque chose ici qui est un peu différent. New function. Et on travaille sur quelque chose avec l'IA qui va être de regarder votre pull request, de regarder ce qui se passe sur le diff pour le documenter. Et là, ce qui se passe, voilà, hop, vous voyez, il y a les petits yeux là qui regardent. Donc là, vous avez un bot derrière qui va utiliser GPT, OpenAI pour documenter, faire la première documentation de votre pull request. En parallèle de ça, j'ai ma CI qui tourne. Et dans ma CI, dans mon intégration continue, vous voyez tous les différents workflows, toutes les pipelines qui tournent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vérifier mes dépendances, l'autre qui va tester end-to-end avec Playwright, et l'autre qui va faire build, push et deploy. Le choix que j'ai fait, et là c'est vraiment, ça dépend comment vous voulez coder, indépendamment de la qualité du code que j'ai, indépendamment de la sécurité, c'est-à-dire que même si je fais du scan de code, j'ai choisi dans ce projet-là de déployer en dev. Je crée un namespace dans Kubernetes, je déploie. Comme ça, fonctionnellement, je peux valider si ça marche ou pas. Alors, je reviens sur la partie qui a été générée en haut. La pull request a ajouté multiplication et division au calculateur service, une petite poésie, et il a expliqué ce qui a été fait avec le lien vers le code. C'est la première étape. Imaginez aide à la revue, aide à la partie couverture de test, etc. Ça va arriver très, très, très vite dans nos environnements de développeurs sur l'automatisation. C'est un assistant, et ça sera toujours un assistant. Ce n'est pas fait pour nous remplacer. Donc si je reviens sur les actions qui tournent derrière, donc il y a plusieurs actions qui vont tourner sur ma branche. Alors j'ai volontairement, parce que je ne sais pas comment vous utilisez GitHub, et à un moment je me suis dit, oh je vais effacer ça, et en fait je vais le garder. C'est-à-dire que, vous voyez, à tout moment, quand vous êtes sur le cloud, on va vous inviter à faire des choses avec GitHub, quand vous avez accès à des bêtas, vous avez accès à du feedback. Prenez le temps de le faire quand vous avez du feedback. Nous, ça nous aide énormément. Alors, pas moi directement, parce que je ne travaille pas sur le produit, mais pour l'équipe produit, c'est vraiment important, si vous utilisez, si vous n'utilisez pas aussi. Et par exemple, parmi des choses qui arrivent constamment, là, on a des améliorations où on va pouvoir, tout ce qui est infrastructure sur ma CI, ici, ça tourne sur du GitHub. Quand vous êtes en repo public, vous avez autant de minutes que vous voulez pour faire de la CI avec GitHub. Tout est gratuit à l'infini, quand c'est public. Quand c'est privé, vous avez un certain nombre de minutes en fonction du prix sur lequel vous payez, etc. Et on a rajouté des choses qui sont, par exemple, configurer des runners spécifiques. C'est-à-dire plutôt que... Ce qu'on veut, c'est simplifier le travail de l'infra, c'est minimiser le fait d'avoir besoin des runners locaux, de gérer un Kubube ou des choses comme ça pour vos runners. Et là, vous allez avoir accès à des runners qui sont configurés pour vous. J'en profite pour montrer quelque chose. Si vous êtes sur GitHub à titre perso ou à titre professionnel, il faut aller fréquemment. Fréquemment, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais ça vaut le coup d'aller régulièrement sur le changelog, le GitHub blog/changelog. On met toutes les fonctionnalités qui sortent. On est le 12. Donc hier, on a sorti des choses sur la partie Dependable API, on a bandit sur des choses autour des messages. Il y a 4, 5, 10 fonctionnalités toutes les semaines qui vont sortir. Et je vous parlais de projets, je vous parlais de GitHub Project qui bouge vite. Alors, par exemple,
tous les 15 jours, on essaye, l'équipe produit va envoyer des choses en disant le 22 juin, voilà toutes les nouveautés dans le projet, le 15 juin, toutes les nouveautés. Vous voyez, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quelque chose, c'est un des avantages si vous pouvez dans votre entreprise utiliser un SaaS. Moi, je suis là pour vous parler de GitHub, mais imaginez tous les SaaS du marché, c'est ça. C'est que les features, elles arrivent constamment, constamment, constamment. Donc, si je reviens sur le changelog de GitHub, si je reviens sur mon projet, je vais aller dans les actions. Et j'ai plusieurs actions contournées. Et j'ai notamment mon action qui va permettre le scan de code. Je reviendrai, c'est pas celle-là par celle-là que je voulais commencer. Je voulais commencer par le déploiement. Donc vous voyez, j'ai toutes les branches, je peux filtrer. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai une pull request qui a généré cette partie-là. Et le test n'est pas passé, donc c'est très bien. Qui a fait un build et un test qui publie une image qui va être déployée sur Kubernetes automatiquement. Ça ne marche pas. Ah ben oui, je suis bête. C'est que j'ai oublié de... Il y a le slash qui pose un problème. Dans mon script, ça c'est un problème qui est lié à mon script. J'ai travaillé comme un cochon. C'est habituel chez moi, ça, de travailler comme un cochon sur les choses. Parce qu'en fait, je n'ai pas configuré volontairement, comme je n'ai pas mis le synchro des settings dans Codespaces et mon plugin local, la configuration que j'ai par défaut sur le nom des branches a gardé un slash qui pose un conflit quand j'essaye de déployer et de pousser l'image. Donc, je vais juste vous montrer ici dans ce cas-là. Ce qui se passe, c'est que sur une autre branche sur laquelle j'ai travaillé, j'ai construit et testé, j'ai toute la couverture de test qui a tourné, qui a été à faire un report. Je construis l'image et je la pousse. Quand on a un t-shirt GitHub, on met tout chez GitHub. Donc moi, j'ai mis mes images, mes conteneurs images dans quelque chose qui s'appelle GitHub Packages, désolé. Et là, vous voyez, j'ai mon image qui est publiée, qui va être ensuite consommée par un service. Ça, c'est intéressant si vous n'avez pas de conteneur registry, mais si vous travaillez déjà sur un cloud provider, que vous avez un AKS, un EKS, un GKE, il y a le conteneur registry qui est là, vous avez plutôt intérêt à pousser vos images proches de votre cube. Parce que là, vous le poussez chez GitHub, très bien, mais dès que vous allez déployer, il va falloir le sortir, et vous savez que sur le cloud, ce qui paye et ce qui coûte cher souvent, c'est le réseau, c'est la bande passante, c'est de déplacer les octets d'un endroit à un autre. En mettant sur GitHub, ça a l'avantage de l'ouvrir à tout le monde, ou en tout cas le rendre accessible en fonction des connexions sur lesquelles les autorisations. Mais n'hésitez pas à pousser vers un autre registry. À quoi ressemble le workflow? En fait, le workflow, c'est du YAML qui s'appuie sur une technologie qui est très très simple. C'est la syntaxe de GitHub Actions qui va dire le nom du workflow, quel est l'événement qui va déclencher, quelles sont les permissions de mon workflow au moment où il s'exécute par défaut. Vous allez pouvoir configurer, là par exemple, je garantis que si quelqu'un essaye de modifier ce workflow-là ou autre, je ne pourrai pas modifier le source code. Je ne pourrai pas faire un git push à partir du workflow. Par contre, j'ai besoin d'écrire des choses sur la pull request pour informer le développeur. Je reviens sur ma pull request. D'informer des choses autour qui vont arriver ici, la couverture de test. Donc j'ai dit, je veux écrire dans la pull request. Vous allez pouvoir configurer, il y a plein d'API qui existent. Sur cette partie-là, vous continuez avec la configuration. La grosse force de GitHub Action, la grosse force de la partie automatisation avec GitHub, c'est les actions, et c'est ça en fait. C'est les actions, en fait, c'est un petit plugin que vous mettez qui va pointer vers un projet qui est open source, et qui va faire des choses. Là, ça va être, je fais le checkout, j'installe Java, je configure, et là, ça va marcher de la même façon, que vous soyez sur un runner Linux, Mac, Windows. On va se retrouver avec du cache, vous allez pouvoir configurer des choses, et après, c'est juste éviter, dans la mesure du possible, d'écrire du bash en utilisant ces choses-là. Vous pouvez créer vos propres actions, s'il y a besoin, et après, vous choisissez, là, ici, par exemple, quand j'arrive sur la partie conteneur, j'ai une méthode, j'ai une action qui vient de chez Docker pour me connecter à un registry. Je choisis quel est le registry, donc c'est GitHub Container Registry. Je configure et je pousse ici avec Docker Build on Push. Mais rien ne vous empêche, si vous voulez, de faire un Docker Logging et un Docker Push. C'est vraiment votre choix en fonction de la façon dont vous travaillez. Et je vais descendre tout en bas. Voilà. Ici, je fais référence à un autre workflow, donc ce qu'on appelle des workflows réutilisables ou des templates,
qui vont en fait s'exécuter et être configurés. Là, par exemple, ce workflow-là, il dépend de mon projet qui est Calculator Service. Mon équipe DevOps fait des workflows qui sont génériques pour le scan de code, pour le déploiement, pour l'authentification sur des projets, sur des cloud providers. Ben, en fait, il existe. Et c'est souvent aussi un endroit, c'est très intéressant quand vous travaillez dans une entreprise avec ce genre de avec cette approche. Le GitHub Workflow, les Reusable Workflows, ça va souvent aussi être la première phase pour faire ce qu'on appelle l'inner source. La capacité d'avoir des gens qui contribuent sur du code. Parce que le calculateur service que j'ai fait, ben moi je travaille dans l'application très compliquée qui fait du calcul. Vous avez vu, il est très compliqué le calcul. Mais c'est mon métier. La personne qui est là, elle ne sait pas trop, elle va probablement pas beaucoup contribuer sur ce projet-là. Ce n'est pas comme des projets open source où on va réutiliser énormément. J'ai mon métier là, j'ai mon métier là. Par contre, on va tous partager la même CI à beaucoup d'endroits. Le scan de code en Java, le déploiement sur Azure, le déploiement sur Google, la création d'infrastructures avec Terraform, etc. Ben, ces workflows qui sont partagés dans l'entreprise sont souvent la source, la première phase où on va pouvoir faciliter l'inner source. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, que ce soit avec GitHub Actions ou avec d'autres outils de CI si vous les utilisez. Et je vous ai parlé du scan de code. Le scan de code, c'est pour ceux qui ont participé à la présentation d'Adrien hier soir, ben en fait, c'est automatiser cette phase qui va analyser le code pour trouver des failles de sécurité. Dans GitHub, on a un outil qui s'appelle CodeQL. Et là, en fait, je configure dans un workflow cette capacité à le faire. Et vous voyez ici, j'ai compilé en passant les tests et je fais une analyse avec une action. Ça, c'est le comportement quand vous voulez configurer de façon avancée en spécifiant certaines choses. Pour ceux qui ont des projets open source, je vous invite à tester ça sur vos projets. Parce que, une fois de plus, je vais le répéter, sur les projets publics, c'est gratuit, blablabla, blablabla, donc faites-le. Et d'une part, faites-le pour apprendre le côté DevSecOps qui va être rajouter de la sécurité dans votre code. Je prends un exemple sur un de mes projets perso. Vous voyez, je suis sur l'organisation Tegral, qui était une démo que j'ai faite, ça date maintenant, de 3 ans, à l'époque où je travaillais sur Redis, et je n'ai pas encore activé la sécurité. Il y a une sécurité qui est toujours là par défaut, c'est GitHub. Et vous savez laquelle? C'est ce qu'on appelle le secret scanning. Vous pouvez faire un test, vous prenez vos clés Amazon, vos clés Google, vos API GitHub, vous les mettez dans un repo public. Vous voyez ce qui se passe. Il y a une dizaine d'années, quand on faisait ça, il y avait les petits hackers qui cherchaient, qui scannaient tous les repos et trouvaient les clés et allaient essayer d'exploiter ça. Ça, ils le font toujours. Par contre, ce que fait GitHub sur les repos publics, parmi tous les formats qu'on supporte, et on en rajoute tout le temps, on va scanner automatiquement tous vos pushs pour faire des patterns qu'on va reconnaître. Et si on reconnaît une clé, par exemple, d'authentification vers GitHub ou vers Jira, et qui est dans un repo public, GitHub va envoyer un message à Atlassian en disant cette clé est présente dans un repo public. Normalement, le travail, ça c'est le métier de GitHub. Le travail du service provider, ça va être de dire, souvent, je décommissionne ces clés, j'invalide cette clé et j'envoie un message à l'utilisateur en disant votre clé a été corrompue, etc. Donc ça, c'est automatiquement sans rien avoir à faire. Par contre, sur vos repos, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans la partie configuration, dans la partie sécurité. Il y a quelque chose que vous connaissez probablement qui est la partie dépendance, qui est l'analyse des dépendances avec Dependabot. C'est mettre à jour et continuer de mettre à jour vos dépendances de façon automatique. Et vous avez la possibilité, vous voyez, de faire du code scanning et du secret scanning, c'est-à-dire de configurer un peu plus. Et dans cette partie-là, le workflow que je vous ai montré, on peut simplifier la configuration en disant je vais faire quelque chose par défaut, je vais choisir un langage, quand est-ce que ça va être la partie, quelles sont les options que je veux mettre en place, je peux rajouter des règles, etc. Et là, ça va automatiquement, quand est-ce que je scanner, donc quand est-ce que je le fais. Et là, j'ai configuré automatiquement le SAST, donc la partie analyse de code avec CodeQL, pour trouver des failles de sécurité. Généralement, quand on a un projet open source, on devrait toujours le faire sur les langages qui sont supportés par CodeQL. Vous voyez, c'est quelques cases à cocher. Si vous êtes sur un langage qui n'est pas supporté par CodeQL, hier quelqu'un a posé la question sur PHP, rien ne vous empêche de le faire avec je crois que c'est Psalm, je ne suis pas sûr du framework, mais vous faites un workflow, vous rajoutez l'outil de scan PHP et vous scannez vos repos.
la partie sécurité qui est là va être cachée, en fait. C'est uniquement le responsable du projet va voir. Et comme ça, vous allez pouvoir capturer vos vulnérabilités pendant le développement et éviter le côté Log4j dont vous vous souvenez l'année dernière, il y a 2 ans ou 3 ans. Plus on va capturer pendant le développement, mieux ça sera. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fixer le problème avant qu'il soit déployé. Donc sur la partie, donc là vous voyez quelques clics. Donc c'est ce que j'ai fait sur mon repo d'entreprise. Et sur mon repo d'entreprise, ben, je l'ai fait sur plusieurs pull requests, parce que comme ça prend un petit peu de temps, je l'ai fait en avance. Et sur cette partie-là, vous voyez ici, j'ai travaillé sur le nouveau catalogue qui est rouge. Et sur cette partie-là, j'ai un scan qui a eu lieu dans ma pull request. Alors ça, c'est important dans la pull request. Ça veut dire que tous les pushes que je fais sont scannés. Tous les pushes qui sont faits sont scannés dans le contexte de ma pull request. Donc cette faille de sécurité qui apparaît ici, c'est quelque chose que moi j'ai rajouté. Ce n'est pas la dette technique de 15 ans de développement où j'ai trouvé 1000 erreurs. Ça, on l'aura. C'est-à-dire si vous scannez la branche principale de ce projet-là, vous pouvez avoir 1000 erreurs. Ce n'est pas moi, petit développeur, qui vais prendre chaque erreur une par une. Ça, c'est un vrai projet d'entreprise de diminuer la dette technique. On va regarder toutes les failles sécurité critiques et on va les organiser. On va transformer ça sous forme d'issue. C'est relativement simple. C'est-à-dire que quand on est ici, je vais aller sur Show More Detail. Supposez que je sois sur la branche principale, je vais faire créer une issue. Et là, on organise ça comme vraiment un projet. Une faille critique comme ça ou une vulnérabilité critique comme ça dans une branche de développement, on la fixe tout de suite. C'est pas compliqué. On l'a déjà analysée. Elle a été trouvée. Le problème qu'on a souvent dans les entreprises, c'est que cette phase de scan, on l'a fait 4 semaines après que j'ai mergé ma branche. Je suis passé sur autre chose, je suis en vacances, je reviens de vacances, j'ai « Ah, bah dis non, tu as fait une faille SQL ». Faites ça sur vos branches de dev. Et là, je vais remontrer quelque chose. Je repars sur Copilot, sur ce petit problème. En plus, on travaille pour vous faciliter ça en tant que développeur. Là, je travaille en local, mais c'est le même principe. Je vais aller voir Copilot. Je sélectionne, vous voyez, Copilot, mon intégration a remonté dans le poste du développeur la faille qui a été trouvée dans ma CI. Un petit peu comme quand vous faites du sonar ou quand vous avez des tests qui ne passent pas. Vous voyez ça dans votre IDE. L'idée, c'est de faciliter le développement, de faciliter l'alerte. Moins on va changer d'outil, passer sur un outil qui va scanner la sécu, la qualité, les tests, etc. Plus on va ramener ça vers le développeur sur l'outil sur lequel il travaille, son IDE et la pull request pour la review, mieux ça sera. Je peux ici appeler Copilot, qui va, par rapport au commentaire qui a été mis dans la pull request, générer quelque chose. Là, le commentaire, il est un petit peu trop cryptique, c'est-à-dire que, à part Adrien, personne ne comprend ça. Moi, je l'ai compris quand je suis allé voir dans le détail. Alors, ce que j'ai fait, on peut prendre une approche différente. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait expliquer du texte et fixer du texte avec Copilot. Ben, je vais lui dire « Start Copilot Chat ». Non, hop, pardon. Expliquer. Et par défaut, il va le faire en anglais parce que mon environnement est en anglais. Donc, il explique la fonction. Je vais le faire, lui demander de le faire en français. Et normalement, on va regarder ensemble. Voilà. Vous voyez ici. Alors, par contre, là, ça n'est pas du scan de code au sens, c'est pas l'analyse du développement avec vraiment l'analyse du code lui-même. C'est la compréhension d'une intelligence artificielle de ce code-là. Effectivement, on a vu une concaténation de chaînes de caractères. Il y a un risque d'injection SQL. Soit je continue la discussion, soit je lui dis, hop, bah, fix, il ne va pas faire grand-chose. Mais si je lui dis fix, il va me faire une proposition. Il va me faire une proposition de fixe. Il ne va pas nécessairement me faire la meilleure proposition en termes de sécurité ou de qualité. C'est celle qui paraît la plus simple dans ce contexte-là. Et si vous comparez par rapport à ChatGPT, pour ceux qui en ont fait, la grosse différence, c'est d'une part, je suis dans un contexte où je communique de façon sécurisée qu'avec GitHub, pas avec OpenAI, et je ne fais pas de copier-coller de mon code. Je suis là, j'accepte, je travaille, et j'ai fixé le problème. Et je peux continuer en rajoutant de la Javadoc, etc. Et si je continue de taper, je vais lui dire... Alors, là, il y a plein de choses qui se passent et c'est pas impressionnant. Alors, ça peut ne pas être impressionnant, mais en fait, c'est impressionnant pour une raison toute bête. J'ai demandé à un commentaire d'ajouter quelque chose dans une base de données.
et il me commence par me faire un endpoint d'API REST. Il fait un get, alors il pourrait faire mieux, il pourrait faire un put ou un post, d'accord? Mais en fait, il comprend par rapport au contexte que je suis dans un contrôleur. Ce n'est pas nécessairement la meilleure idée de tout mettre dans le contrôleur, d'accord? Mais par contre, ça permet pour moi, quand je fais une démo, de tout montrer d'un coup. Et là, automatiquement, le code qui a été généré va reprendre la pratique que j'ai eue avant. Donc, il va en fait prendre vos pratiques de développement quand il travaille. Donc, il va vous aider à fixer, il va vous aider à écrire, il va vous aider à documenter. Et vous avez bien vu, j'ai dit aider, aider, aider. C'est vous qui êtes au contrôle. Ça s'appelle copilote. Donc, on a vu la partie sécurité sur le scan de code. Supposez que je suis vraiment un cochon, encore plus que ce que je vous ai montré avant. J'ai une clé. Cette clé, peu importe ce que c'est, vous avez une clé d'API, vous avez quelque chose qui est connecté quelque part, et j'ai besoin de cette clé pour faire un appel à un service. Je mets cette clé ici, je la mets dans mon programme avant d'appeler mon service, je mets quelque chose ici. OK. Et là, je vais faire... Donc j'ai modifié mon code, j'ai corrigé mon bug, j'ai écrit des tests, ou j'ai demandé à Copilot de m'aider à écrire des tests. Il a écrit un test pour tester le fixe que j'ai fait, pour l'injection SQL, et là je fais un push. Et là, vous voyez ce qui se passe? C'est que, j'ai rien installé sur mon poste, j'ai pas de hook dans Git. Donc le seul moyen qu'on va pouvoir scanner quelque chose pour être sûr qu'on n'a pas mis de clé, on est obligé de tenter le push. Et on a une fonctionnalité qui s'appelle le push protection, et vous pouvez mettre ça sur vos repos publics. Là, ce qui va se passer, c'est que j'ai effectivement fait le commit. Donc il est en local, il est dans mon historique. Mais là, j'ai une alerte. Oh là, attention, j'ai une alerte. Il m'a bloqué. Ce que je peux faire, c'est je vais aller dans la doc qui est envoyée ici, pour qu'il va m'expliquer comment tu fais. Donc en fait, je fais juste un git commit amend et je vire la clé, je suis git commit et c'est bon. Mais attention, c'est bon parce que la clé n'est jamais allée sur le serveur. C'est-à-dire que si vous envoyez une clé sur un serveur, c'est-à-dire que si je bypass ça, parce que pour une raison, on est vendredi, il faut que je passe en prod, je pars en vacances pour 15 jours, je vais quand même faire le push. Alors surtout, faites pas ça, d'accord? Je peux ici, vous voyez, alors c'est pas ça que je vais faire, je peux ici contourner. Parce que déjà, ça pourrait être un faux positif. Alors, on fait très, très attention à cette partie-là sur les clés qu'on connaît, mais vous pouvez créer vos propres patterns qui peuvent être des faux positifs. Donc, quelquefois, on peut avoir ce besoin-là. Là, ce que je fais ici, c'est que j'autorise ma session, et c'est même moi, même si je n'étais pas administrateur, on autorise ça. Et c'est important parce que l'idée de la sécurité, ça va toujours être de la fixer, c'est de se concentrer sur la rémédiation. Mais si vous vous concentrez sur la rémédiation en bloquant tous vos développeurs, ben en fait, les développeurs, ils vont se dire la sécurité, c'est chiant, on n'en fait pas. Ils vont tout faire pour contourner. En faisant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux développeurs de dire je vais pouvoir continuer de faire mon travail, je vais déployer, et par contre, cette clé va être visible dans les outils de sécurité de GitHub et les outils de sécurité de l'équipe Sécu. Si j'accepte ça, ma clé rentre dans le repo, il faut considérer qu'elle est corrompue, invalidée, ça veut dire qu'il faudra la mettre à jour. Ne cherchez pas, alors vous pouvez bidouiller si vous voulez l'historique pour les retirer, mais ce n'est pas parce que c'est retiré de l'historique que vous avez retiré la clé, parce que Git, c'est un système distribué, donc vous ne savez pas où est le clone, quelqu'un qui a cloné ce repo. Donc surtout, si vous poussez, gardez en tête que le seul moyen d'y remédier, c'est de l'enlever. Je vous ai montré cette partie-là. Donc je pourrais pousser si besoin, et en fait, on a plein d'outils pour les équipes projet, soit projet, vraiment l'équipe projet sur lequel on travaille, soit travailler avec l'équipe sécu. Mais tout ce que je vais vous montrer là, ça va s'intégrer également avec les outils de la sécurité. C'est-à-dire que l'idée, c'est je déploie rapidement, je facilite le déploiement, l'intégration, je teste, je fais la couverture de test, je valide ma sécurité, etc. J'ai des alertes de sécu dans mon développement. Et vous voyez, volontairement, je ne vous parle pas de la dette technique. Ce qu'il faut qu'on apprenne à faire tous ensemble en tant que développeurs, c'est fixer les problèmes de sécurité quand on développe, pas après. S'il y a plus de risques, c'est plus coûteux, etc. Et en fait, dans GitHub, on a créé des outils pour la partie sécu où on va analyser par projet
les alertes de dépendance, les alertes de scan, les alertes de secret. Donc si j'avais poussé et forcé quelque chose, bah, j'aurais vu ma clé ici en disant c'est tel commit à tel endroit. Si quelqu'un a fixé ce problème-là, on va voir que ça a été fixé. Et quand je fais ça sur des dashboards un peu plus importants, alors attention, ces dashboards sont, même si c'est-à-dire que si vous avez une équipe sécu qui bosse depuis 20 ans avec des outils, elles ne vont pas aimer ça parce qu'ils ont déjà des dashboards. Donc l'idée, c'est d'intégrer ça avec leurs outils. Si vous n'avez rien, c'est fabuleux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'outil de sécu, bah là, je vois toutes mes failles. Je peux voir quelle est, entre guillemets, la santé de ma sécu, la partie couverture, combien de repos j'ai. Et tout ça, c'est fait avec GitHub Actions. Et tout ça, c'est fait avec les outils qu'on va intégrer. Si je reviens sur la sécurité d'un projet, si je reviens sur la partie action, quand on va aller travailler sur GitHub Actions et que je crée un nouveau workflow, alors je vais aller dans la sécu, ça va être plus simple, mais je vais vous montrer la marketplace dans une seconde. Si je vais dans partie code scanning, je peux rajouter autant d'outils que je veux. Je peux scanner des conteneurs, je peux scanner de l'infrastructure as code, je rajoute des outils. Et en fait, ces outils viennent de la marketplace de GitHub. La marketplace de GitHub va évidemment mettre en avant d'abord les outils GitHub, mais si je fais GitHub Marketplace, la partie action, vous avez 19 000 actions. Alors, évidemment, 19 000 actions, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes d'une qualité enterprise ready, etc. Parce que n'importe qui peut faire son action à la publier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a des actions qui viennent d'un contributeur certifié. Si vous cherchez quelque chose autour d'un DAST, vous cherchez DAST pour faire de la sécurité, bah, vous allez avoir des outils de DAST. Vous cherchez à faire du test coverage pour de la qualité, bah, vous allez avoir des tas d'actions. Et à chaque fois, vous choisissez. Alors généralement, ce qu'on fait quand on débute, quand on veut débuter avec les actions, on va prendre celles qui ont le plus de stars, on les regarde, on les met ça dans un repo pour tester, si ce n'est pas des outils qui sont connus. Vous avez besoin de vous intégrer avec Jira, ben vous allez les chercher ici, vous allez avoir la capacité à vous intégrer. Et à chaque fois, ça va être un petit peu de configuration qu'on va rajouter. Et cet automatisme, quand on travaille sur l'automatisation du cloud, l'automatisation des actions, le déploiement, etc., toujours commencer par aller voir dans la marketplace s'il y a une action qui vous convient. Et c'est comme ça, en fait, que je fais quand je déploie sur le cloud avec l'action que je vous ai montrée pour déployer sur AKS et sur GKE. C'est-à-dire que j'ai utilisé des choses où je me connecte à Azure, à Google, à Amazon, alors pas Amazon ici, en utilisant une action particulière. Et là, j'utilise OIDC, donc j'utilise OpenID Connect. Donc j'ai configuré dans un service principal dans mon cloud provider. C'est lui qui est responsable de l'authentification. Et après, en fonction de mes besoins, vous voyez ici, j'ai fait un peu plus de lignes de commande que ce que je fais d'habitude. Vous avez la possibilité de rapidement développer comme ça. Donc ce qu'on a vu, c'est... Je suis parti d'un gestionnaire de projet que vous n'utilisez peut-être pas. Ça vaut le coup de tester. Vous testez par rapport à vos besoins. Moi, je fais partie des gens... je suis allergique à Jira. C'est-à-dire que je n'ai pas le doctorat en Atlassian pour être capable de comprendre 150 champs à remplir pour créer une issue où je dois faire 3 actions. Donc j'ai pris l'habitude de travailler avec GitHub Issues, mais depuis très très longtemps. Moi, je travaille sur GitHub professionnellement depuis 2010, en fait. Alors, je ne suis pas toujours en tant que cœur développeur, etc., mais je ne suis pas un directeur de projet ou un gestionnaire de projet. Je suis quelqu'un qui interagit avec des développeurs. Et ça, c'est important dans la vision du produit. On a vu la capacité, avec Codespaces, de démarrer très rapidement un environnement de développement. En tant que... Sur vos projets perso, vous avez 60 heures par mois de Codespaces. Vous allez sur vos repos publics. Autre chose que vous ne connaissez peut-être pas, alors je vous le montre. N'importe où sur GitHub, vous tapez point sur github.com. Et vous avez ça. Vous avez un VS Code, mais juste le texte éditeur. C'est très très pratique parce que là, on peut modifier plusieurs fichiers et avoir un commit sans avoir besoin de faire le clone. Mais attention, c'est juste l'éditeur de texte. Donc on a vu la capacité à utiliser un environnement de développement cloud comme Codespaces, utiliser Copilot pour se faire aider sur du code, pousser dans l'intégration qui va faire ce que vous attendez sur l'intégration continue, le test, la couverture de test, la partie sécu, le packaging, le déploiement. J'ai utilisé Packages.
Si vous avez besoin de hoster des images, si vous avez besoin d'avoir des packages, vous pouvez les mettre sur... toujours pareil, hein, quand c'est un repo public, on veut faciliter l'infrastructure pour les projets open source. J'ai passé pas mal de temps sur la partie sécu, et en fait, c'est lié à des discussions que j'ai eues avec des gens hier, à la présentation d'Adrien. C'est quelque chose... moi, je viens du développement d'applications, je n'étais pas sensible à la sécurité, c'était quelqu'un d'autre va le faire. Un petit peu comme il y a 25 ans, la qualité, quelqu'un d'autre va le faire. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, vous êtes responsable des tests, on est responsable d'une partie de la sécurité et les outils peuvent nous aider. Vous regardez, quand vous voulez automatiser GitHub, il faut toujours commencer par la marketplace. Et si vous avez la chance d'utiliser Copilot, ben vous tapez doucement des commentaires, vous commencez à coder votre workflow, que ce soit en GitHub Actions, que ce soit en Jenkins, que ce soit en CircleCI, il vous aidera, ça vous aide tout le temps. Et je vous invite justement à travailler de plus en plus avec GitHub sur la partie publique pour vos projets. Je vous remercie. Il y a quelques autocollants, et s'il y a des questions, le temps que le nouveau speaker arrive.